Allez, bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé Grenoble. Un tête-à-tête chaque semaine avec un élu du territoire dont les décisions impactent directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Yannick Neuder. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes député Merci. de la 7e circonscription de l'Isère qui s'étend des frontières du pays voironnais jusqu'au bord du Rhône. On voit là sur cette carte, c'est une des plus grandes de l'Isère. Il y a le Grand Lens, Roibon, la Côte-Saint-André, Saint-Étienne de Saint-Joire, Beaurepaire notamment pour faire un petit peu de géographie. Roussillon. Roussillon également sur l'Isère rhodanienne. Ça fait un peu de route d'ailleurs pour sillonner toute cette circonscription. 1h30 d'un bout à l'autre. 1h30. Ouais. Bon. Vous êtes également médecin, cardiologue, chef de service au CHU de Grenoble, conseiller régional dans la majorité de Laurent Wauquiez et président du parti LR en Isère. Ça fait des journées bien remplies, j'imagine, Yannick Neuder. Oui. Après, c'est une habitude, c'est une façon de s'organiser. Après, depuis que je suis parlementaire, j'ai beaucoup réduit mon temps hospitalier, naturellement. Alors, vous avez été réélu justement à la tête des LR isérois pour un 3e mandat, c'était en décembre. Comment se porte le parti en Isère ? Curieusement, le parti se porte bien. On a des militants qui sont plutôt revenus. Qui croient en l'espoir du renouveau pour nous sur les prochaines élections. Donc c'est une élection qui n'a pas fait beaucoup de bruit, où on est plutôt dans un consensus. Quand on fait en gros 5% à une présidentielle, je crois qu'il faut arrêter de se battre au sein d'un parti et puis être dans un rôle d'utilité au pouvoir politique en place, de pouvoir contrôler l'action du gouvernement, le critiquer et surtout être force de proposition pour améliorer le quotidien des gens. Je crois que c'est ça que tout le monde attend de la politique. Bon. Puis les LR isérois qui ont enregistré un nouveau parlementaire en septembre avec un 3e Effectivement, sénateur. C'est le seul département, enfin on est 2 départements où avoir gagné un sénateur LR. Donc c'est pour ça qu'en Isère, le parti LR se porte bien puisqu'on est donc 3 sénateurs et un député. Donc tout ça pour préparer 2027. Alors, les LR qui sont aussi en partie à l'origine du remaniement gouvernemental qui a eu lieu cette semaine. Qu'est-ce que vous pensez de la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre ? Alors déjà, je ne dirais pas du tout qu'on est responsable du remaniement ministériel. Je me doute bien. Voilà. Mais il y a eu des liens quand même avec ce dont on va parler ensuite, le vote de la loi immigration. Après, moi, j'aime mon pays et je souhaite la réussite de tout gouvernement parce que faire de la politique, c'est améliorer la qualité de la vie dans la cité. Donc moi, je souhaite tout le courage républicain à Gabriel Attal, qui est par ailleurs un Premier ministre dynamique et qui a envie d'agir. Donc ça, on ne peut pas le critiquer. Après, comment vous dire ? On voit que maintenant ce remaniement est fait, que les principaux musiciens sont restés, que la partition reste identique. Donc est-ce que quand on change le chef d'orchestre, on change la musique ? Malheureusement, je ne le crois pas. Donc on verra si Gabriel Attal est capable de pouvoir effectivement mettre fin ou en même temps, puisque je crois que la loi immigration a montré maintenant les limites du en même temps pour s'occuper réellement des soucis du quotidien, qui sont la santé, qui sont la sécurité, qui sont les thèmes que je développe beaucoup dans les vœux dans ma circonscription, et sur lequel je pense que moi je regrette quelque part cette espèce de coup politique, avant que vous me posiez la question sur des Rachida Dati ou autres, parce que je pense que les Français n'attendent pas ça, et ils attendent au contraire plutôt face à une situation nationale, internationale difficile. Je pense que moi j'aurais été plutôt sur un accord de gouvernement qui aurait pu permettre d'avoir un projet clair avec un cap. Et là, c'est une poursuite du en même temps et je suis très inquiet de l'avenir de ce gouvernement. Alors dans cet orchestre, pour reprendre votre comparaison, 8 des 14 principaux ministres ont quand même eu dans leur carrière un lien fort, pour certains, avec votre parti, les LR, ce qui positionne quand même ce nouveau gouvernement beaucoup plus à droite que le précédent. Oui et non. C'est pas parce que vous avez été un moment LR. Moi, je suis pas complètement sûr que la politique qui est menée soit une politique en gros de droite. C'est une politique du en même temps parce que, par exemple, la meilleure illustration est Gérard Darmanin qui était favorable
au texte de l'immigration qui était sorti du Sénat et qui était favorable au texte sorti de la commission des lois qui était complètement détricoté. Donc je pense que c'est des gens qui ont eu un passé politique, effectivement LR, avec une ligne politique qui était celle de Nicolas Sarkozy, et qui sont plus dans un projet de carrière personnelle, professionnelle, je dirais, parce que souvent c'est des professionnels de la politique qui n'ont jamais travaillé. Donc c'est plutôt par, on va dire, opportunité qu'ils se retrouvent pour plus une place. Après, est-ce que c'est un grand renouveau politique que d'aller chercher des ministres qui ont eu des fonctions, quand bien même à droite, il y a 20 ans? J'en suis pas sûr. Finalement, la seule nouveauté de ce gouvernement, ça reste l'âge du Premier ministre. Et 34 ans, c'est plus jeune que Laurent Fabius, qui a défrayé un peu la chronique au siècle passé en prenant ce poste à 37 ans, ce qui était déjà très jeune. Parmi donc, ces ministères qui ont été resserrés, puisque l'idée c'était d'avoir un gouvernement plus compact. Certaines disciplines, entre guillemets, en ont pâti, et il n'y a plus de ministres à temps plein, en tout cas pour la santé. C'est un peu étonnant. Il ne faut pas qu'on soit paradoxal dans nos demandes. Je crois que tout le monde demande un gouvernement le plus efficient possible, resserré, mais voir que l'éducation nationale et la santé, qui sont quand même au cœur des préoccupations des Français, se retrouvent chacun dans des ministères à plus vaste périmètre. Ça interroge quand même quand on voit que 87% de notre territoire national est en désert médical, que toutes nos infrastructures hospitalières EHPAD sont déficitaires, que les libéraux sont en permanence, on a encore eu l'exemple dans notre département, même victimes d'agressions, que plusieurs millions de Français n'ont pas de médecin traitant. Voir une ministre qui va partager son temps entre le médico-social, les solidarités, la santé, le travail, j'ai l'impression que ça ressemble plus à un cadeau de ne pas avoir été Premier ministre il y a 20 mois qu'à une vraie volonté de régler des problèmes sur la santé. Et pourtant, les problèmes sont majeurs. Oui, puisque Catherine Vautrin aurait dû prendre la place d'Elisabeth Borne. Voilà, mais je crois que tout ça, vous voyez, moi je suis... Il ne faut pas s'étonner que les Français s'éloignent de la politique pendant que cette espèce de série mal ficelée tournait en boucle sur les médias. Des gens meurent sur des brancards à l'hôpital. On a encore eu cette histoire qui est sortie dans la presse de cette patiente âgée qui est décédée sur un brancard à Nantes, pendant que toutes ces personnes décident de leur périmètre et de leur poste. Je pense que c'est une très mauvaise image de la politique qui est donnée. C'est un poste qui pourrait vous intéresser. On vous cite régulièrement. La presse vous cite en tant que député, médecin. Mais oui, mais parce que je coche les cases, médecin, député, vice-président de la commission des affaires sociales. Mais quand bien même, c'est y aller pour faire quoi et pour faire quelle politique? C'est ce que je vous disais en introduction. Pour l'instant, quel est le cap annoncé? On nous dit de l'activité, mais de l'activité de communication, des photos, des visites de terrain. Qu'est-ce que ça change au quotidien des gens de voir? On a l'impression que c'est les séries, vous savez, quand j'étais plus jeune, Martine à la plage, Martine, les séries des BD, là, on voit un ministre dans un commissariat, un ministre dans un hôpital. Mais est-ce que ça fait pour autant des politiques de sécurité? Est-ce que ça fait pour autant des politiques de santé? On est un peu saturé de toutes ces images relayées par les médias nationaux. Moi, je crois que la situation du pays nous amène tous à avoir une position responsable. On l'a eu sur un certain nombre de sujets qui sont compliqués, les retraites, on en reparlera, l'immigration. Donc, en gros, pourquoi pas participer, mais certainement pas pour un débauchage et une carrière personnelle. C'est pour participer à un projet qui a été au départ validé avec un accord de gouvernement. Et sauf à pas avoir toutes les informations, Emmanuel Macron n'est absolument pas dans des discussions avec ses oppositions pour faire un accord de gouvernement. On est dans des refondations, des CNR, des discussions, tout un tas de nouveaux termes. Mais ce n'est pas ça. C'est un vrai accord de gouvernement pour mener une politique qui va améliorer le quotidien des Français. Alors, vous l'avez évoqué dans ce remaniement, il y a quand même une arrivée qui a été très commentée par les médias nationaux, c'est celle de Rachida Dati, qui est quand même une des stars de votre parti. Ça vous fait plaisir que les compétences de LR soient finalement reconnues? Alors, ce n'est pas les compétences de LR, c'est le charisme et l'aisance
de prise de parole de Rachida Dati qui est captée. Est-ce qu'elle va faire une politique de droite sur la culture? Je ne sais pas. Moi, là encore, j'ai plutôt l'impression que c'est un petit arrangement pour les municipales de Paris, puisque finalement, les principaux concurrents, ça soit le ministre des Transports, qui visiblement ne fait plus partie du casting gouvernemental, ou Gabriel Attal, qui semble bien pris par ses fonctions de Premier ministre, je pense qu'en échange de cette voie royale, est-ce que les Parisiens seront dupes de la manœuvre? Je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est un peu pathétique et je ne suis pas sûr qu'il faut voir comment ce gouvernement va se comporter. Il faut passer les élections européennes, s'il a répondu aux attentes des Français ou pas. Mais on peut arriver très vite au poste de ministre de la Culture. En plus, c'est un poste qui est plutôt, on dit maudit, hein. Les ministres de la Culture durent généralement pas plus que 2 ans. Donc, où en sera Madame Dati dans 18 mois? Est-ce que ça lui permettra de gagner Paris? Je ne sais pas. Vous l'auriez imaginé à ce poste, Rachida Dati, si on avait dû vous dire il faut la placer sur un des ministères? Je pense que ça fait partie des figures politiques qui sont un peu une figure d'animal politique et qui sont capables globalement avec leur grande flexibilité, leur intelligence du milieu, hein, qui est de pouvoir s'adapter à probablement beaucoup de choses. Est-ce que c'est une vraie volonté de sa part? En quel cas, pourquoi pas le saluer, mais je pense plutôt que c'est une opportunité parce que son vrai désir politique, c'est Paris et je ne crois pas qu'elle puisse renoncer à être maire de Paris pour 18 mois, pour un CDD au ministère de la Culture, pour mener une réforme du paysage audiovisuel français. Donc globalement, la totalité des Français se contrefout. Donc je pense qu'on préfère revenir sur les questions d'éducation, de santé, de sécurité, qui sont vraiment le quotidien des Français. Bon, alors si elle devient maire de Paris, ce ne sera pas pour le compte des Républicains, puisqu'elle a été exclue. Mais ce qui est paradoxal, c'est que si demain elle devient maire de Paris, tout le monde la trouvera formidable, et les mêmes qui ont dit du mal d'elle iront demain dire qu'elle est formidable. C'est un peu en ça où je trouve que la politique creuse son trou chaque jour, parce que les Français n'accordent plus beaucoup de crédit. Et je trouve que c'est des très mauvais signaux pour la politique. C'était inévitable de l'exclure des LR dans la foulée Moi, je crois que c'est la bonne solution d'Éric Ciotti, qui fait un travail, moi, je trouve relativement remarquable à la tête du parti, dans des conditions difficiles. Rien ne lui est épargné, hein. Il est arrivé en pleine discussion des retraites. Sur l'immigration, je pense qu'on a eu une certaine lisibilité, visibilité, une certaine position, qui on verra bien si notre position initiale est désavouée ou pas par le Conseil constitutionnel. Donc il faut attendre de voir ce que va donner le Conseil constitutionnel sur la loi immigration. Et je pense que c'est cette espèce de débauchage médiatique qui d'ailleurs a occulté totalement le reste de la composition du gouvernement. Je pense que c'est un coup politique. Le problème, c'est qu'on attend plus d'un chef de l'État que de faire des coups politiques, parce que le coup politique en coup politique, ça fait quand même 7 ans qu'il est là, et on voit beaucoup de politiques publiques qui sont du domaine régalien, comme encore la santé, encore l'éducation, et on voit chaque jour le naufrage arriver. Alors, il y a eu des arrivées, puis il y a aussi eu des départs dans ce remaniement, dont un qui nous concerne directement ici en Isère, c'est celui d'Olivier Véran, hein, qui est pourtant un proche de Gabriel Attal, mais qui ne fait plus partie de l'équipe gouvernementale. Ça fait 4 ans qu'il était en poste avec les dirigeants de ce pays. Il a passé la main ce vendredi. Je souhaite profiter de ces dernières minutes comme ministre pour m'adresser, chose inhabituelle, à mes enfants. Parce que je ne les ai pas beaucoup vus grandir ces 4 dernières années et que je veux leur transmettre ici un peu de ce que j'ai moi-même compris, et parce que finalement les enfants de son pays sont l'avenir de notre démocratie. Je redeviens dans quelques semaines député de ma magnifique circonscription urbaine et montagneuse de Grenoble et de la proche vallée du Grésivaudan. Voilà, il va revenir aux affaires locales, si on en croit cette déclaration lors de la passation de pouvoir. Alors vous avez des points communs, députés, médecins, même si vous n'êtes pas dans les mêmes sensibilités politiques. Ça peut être un adversaire important pour les régionales, Olivier Véran, maintenant qu'il est plus dans les instances nationales? Alors, vous avez plus de stratégie politique que nous. Bon, moi, je crois que les régionales, si je ne me trompe pas, c'est 2028.
C'est ça. On est en 2024, tout début d'année 2024, quand on voit en politique tout ce qui se passe en 6 mois. Qui aurait dit il y a un an que Gabriel Attal serait Premier ministre en étant passé ministre de l'Éducation? Je crois qu'il ne faut pas faire de plan sur la comète. Je crois que moi, je pense que c'est un moment difficile pour Olivier Véran, parce que je pense que quand on a été ministre et qu'on a été remercié, il faut rechanger de vie. Je pense que ce qu'il a dit sur ses enfants, je veux bien le comprendre. Il a été ministre de la Santé pendant le Covid. Il a géré cette situation. Voilà, je pense qu'à titre personnel, je pense que c'est des moments importants dans la vie. Si maintenant il veut se réinvestir dans sa circonscription, je pense qu'il le fera. Je crois qu'il ne faut pas faire trop de plans sur la comète. Alors vous avez raison, en politique ça change vite. Ouais. Qui aurait pu dire il y a un an, avec seulement 62 députés, que LR réussirait à imposer son point de vue à Emmanuel Macron sur une loi importante comme celle de l'immigration. C'est pourtant ce qu'on a vu au mois de décembre avec le vote de cette loi immigration-intégration que vous avez voté, les LR, à l'unisson avec une partie de la majorité présidentielle. 349 voix pour, 186 contre, une loi qui a été dénoncée avec force par les parlementaires grenoblois de gauche. On voit là Cyrielle Châtelain pour les écologistes. Il y avait également Élisa Martin pour la France insoumise. C'est assez logique. Plus surprenant, la loi n'a pas été votée par la députée iséroise Élodie Jacquier-Laforge, pourtant membre de la majorité et vice-présidente de l'Assemblée nationale. Ça vous a surpris, cette défection dans le camp de la majorité? Il n'y a pas qu'elle qui n'a pas voté la loi, puisque au Sénat, Didier Rambaud ne l'a pas voté. Et je crois que Marjolaine Minier-Millefière s'est abstenue, je crois. Donc... je crois que quand je disais en début d'émission que c'était la limite du en même temps, on voit bien les personnes que vous avez citées sont clairement des personnes de gauche, des anciens socialistes. Je sais qu'Olivier Véran n'était pas non plus lui-même très à l'aise avec cette loi et je pense que sur un certain nombre de sujets, et notamment l'immigration en fait partie, eh bien, on retrouve effectivement une vision un peu plus binaire, droite-gauche, et on voit bien que la limite du en même temps, finalement, on se rend compte que sans les députés de droite, cette loi ne passait pas. Donc c'est vrai que c'est une difficulté pour le gouvernement, mais nous, les oppositions, nous ne sommes pas là pour savoir si c'est une possibilité, une difficulté pour le gouvernement. Pourquoi ça s'est beaucoup fracturé sur cette loi immigration? C'est qu'encore une fois, quand je vous parlais de contrat de gouvernement avec Emmanuel Macron, c'est-à-dire que cette loi est arrivée, en fait, il est arrivé quasiment rien au Sénat. Et que c'est le Sénat, finalement, qui a complètement structuré le texte. Et je trouve que c'est là-dessus que, quelque part, le travail a fait le Sénat, a fait un très bon travail. Je le salue. Et après, ils n'ont fait que vouloir le détricoter. Donc, je pense qu'il y avait un problème dès le départ dans cette loi immigration, où, quelque part, pour vexer ni la branche gauche ni la branche droite de la Macronie, il y avait un texte qui ne voulait rien dire et qui, au final, augmentait encore plus l'immigration. Donc, je crois que le Sénat l'a rectifié et la CMP, la commission mixte paritaire, a trouvé un compromis qui permettait de sortir de cette situation. Mais attention, je rappelle que nous, notre position, au-delà de celle-ci, était de faire une modification de la Constitution, parce que c'est la 30e loi sur l'immigration qui nous est arrivée devant le Parlement. Si les précédentes avaient été efficaces, on le saurait. On sait que, malheureusement, les titres de séjour ont augmenté comme jamais, plus de 320 000, par rapport, plus de 10% de plus par rapport à 2019. Les demandes d'asile ont plus que doublé, 133 000 en 2023. Les chiffres sont conséquents. Donc je crois qu'il ne s'agit pas de raciser, de faire tout un tas de procès. Je pense que ne pas vouloir entendre que l'immigration doit être jugulée, régulée en France, et ne pas vouloir tenir compte des attentes des concitoyens. 70% des Français, qui ne sont pas tous d'extrême droite, qui ne sont pas racistes, qui ne sont pas, demandent qu'effectivement il y ait une régulation de l'immigration. Donc je crois qu'il aurait été intéressant de partir d'un texte construit avec les oppositions, ou en tout cas au moins avec la droite républicaine, pour éviter ce naufrage. Alors pour ça, il aurait fallu peut-être qu'il y ait des débats, puisque après les débats sans vote liés à l'utilisation du 49.3, on a découvert avec cette loi les votes sans débat.
puisque ça a été décidé en petit comité, dans cette fameuse commission mixte paritaire. Vous le regrettez Moi, ce que j'attends, c'est que j'attends de voir que va dire le Conseil constitutionnel, parce que effectivement, tout à l'heure, j'ai pas poursuivi ce que je voulais vous dire. C'est que nous, ce qu'on demandait au préalable, c'était une réforme de la Constitution, parce que quand je vous disais que c'était la 30e loi sur l'immigration, on montre bien qu'on a un problème sur ce sujet-là qui est demandé par 70% des Français. Sans réforme de la Constitution, je ne suis pas sûr qu'on puisse régler ce problème. Donc, si le Conseil constitutionnel, et c'est un peu là aussi la perversité du président de la République, c'est finalement de laisser voter cette loi qui va être complètement déshabillée par le Conseil constitutionnel et qui risque de ne pas répondre à la question des Français. Donc si le Conseil constitutionnel déshabille totalement cette loi, il faudra avoir, nous serons dans notre rôle d'opposition de pouvoir le dénoncer en disant que cette nouvelle loi va rien du tout, en rien changer le quotidien des Français, et ça sera aussi un élément de plus pour nous pour demander effectivement un référendum et la modification de la Constitution. Parce que pour l'instant, on nous amuse beaucoup sur des débats sociétaux, mais je pense que le régalien doit être traité. Alors, un des premiers effets de cette loi, même s'il n'est pas forcément directement lié, mais puisqu'elle n'a pas été promulguée, mais ça s'est déroulé chez nous en Isère avec l'arrestation à Grenoble pendant les fêtes de plusieurs livreurs à vélo, alors des travailleurs sans papier, mais qui sont bien utiles pour ce genre de petits jobs. Si on les enlève du circuit, Yannick Noder, qui va faire ces travaux où on a souvent du mal à trouver une main-d'œuvre? Moi, ce que je pense surtout, ce qu'on peut dire quand même, c'est que souvent, ils sont enlevés du circuit alors qu'ils livrent eux-mêmes plutôt cette gauche bien pensante qui finalement veut les laisser en place. Donc, je trouve que ce qu'il faudrait faire, j'ai pas de baguette magique, mais on a quand même un chômage qui est à la hausse. Il n'y a pas de mauvais métiers, de sots métiers. On a beaucoup de personnes qui sont au chômage, qui sont demandeurs d'emploi. On peut peut-être trouver des statuts intéressants, attractifs pour que ces livraisons, si elles doivent être faites par ces restaurants, puissent être faites par une autre forme de job, de service à la personne, qui peuvent être multiples, parce qu'on peut porter des repas, mais on peut porter des remèdes aux personnes âgées, on peut porter tout un tas de choses. C'est du service à domicile, quelles que soient les choses, qui effectivement se facturent. Donc, c'est création de nouveaux emplois. Donc, je crois que, on arrive à un moment, après, c'était très médiatique, ça a été très choisi pour peut-être faire du bruit. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on arrête de faire du bruit et qu'on essaye de régler le problème du quotidien. Alors, je prenais cet exemple, effectivement, qui a été médiatisé, mais vous avez sûrement entendu le patron du MEDEF qui alertait l'État sur la nécessité pour les entreprises de pouvoir faire appel à de la manœuvre étrangère dans certains domaines. Aujourd'hui, par exemple, si on enlève les médecins étrangers, est-ce que le système de santé français peut continuer à fonctionner ? Bien sûr que encore plus mal qu'il ne fonctionnerait. Donc, c'est effectivement, il ne faut pas dire n'importe quoi. Les médecins étrangers, quand ils sont dans nos hôpitaux, ils ne sont pas là en stage d'observation. Ils travaillent. C'est bien pour ça que j'ai proposé une proposition de loi qui a été adoptée en commission des affaires sociales et qui a été adoptée, puisque globalement, vous dites simplement quelque chose que je dénonce depuis que je suis député, c'est qu'en fait, on manque de médecins, mais on manque de formation. On forme le même nombre de médecins qu'on formait en 1970. Sauf que nous ne sommes plus en 1970, nous sommes en 2024. Nous avons pris 15 millions d'habitants, que la moyenne d'âge, la population a vieilli et que les médecins comme les paramédicaux ont aussi modifié leur pratique professionnelle et aspirent à diminuer leur temps de travail. Un médecin qui part en retraite, globalement, il en faut 2 ou 3. Donc, naturellement, qu'il faut pouvoir faire des politiques complètes. C'est-à-dire que si vous enlevez d'un coup d'un seul l'immigration choisie qui travaille en France, d'un seul coup, vous l'enlevez, mais que vous n'avez pas remodifié votre outil de formation professionnelle, former plus de médecins, former plus de personnel dans la restauration, naturellement, le syndicat représentant les employeurs ne va pas être satisfait. Mais c'est quelque chose qui doit être construit de façon parallèle. Donc, les médecins étrangers, naturellement, qu'ils ont leur rôle. Mais je crois surtout, ce qu'on a besoin, c'est de former plus de médecins en France. C'est l'objet de ma loi. Et c'est surtout de récupérer tous les jeunes. On a 5000 jeunes Français qui, depuis la fameuse réforme
de 2019, où on ne peut plus redoubler la première année de médecine, eh bien, sont partis à l'étranger. Ces 5000 étudiants, j'en ai eu beaucoup par mail, au téléphone, dans les réseaux sociaux. Eux, ils souhaitent qu'une chose, c'est rentrer en France. Et si la France n'est pas capable d'accueillir ces 5000 étudiants qui sont en Roumanie, en Belgique, en Espagne, c'est des étudiants qui iront s'installer en Suisse, frontalier avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, en Allemagne, où on leur fait des ponts d'or pour leur installation. Il faut être pragmatique. On va y revenir sur vos mesures pour essayer d'améliorer le système de santé en France. Pour rester sur la loi immigration, mais avec un lien avec la santé, il y a un point, vous évoquiez la proposition de loi qui avait été faite par les sénateurs, qui a été adoucie, entre guillemets, par les députés. Il y a un point donc, où la droite n'a pas obtenu le gain de cause, c'est la suppression de l'AME, qu'elle réclamait, l'aide médicale d'État. Vous étiez, vous, favorable à cette suppression ? Je pense qu'il y a eu un emballement médiatique sur ce sujet. Moi, j'ai voulu mesurer, en gros, en pratique. Vous le savez, je suis cardiologue dans un gros hôpital de cette ville. J'ai regardé, le jour où on parlait de ce sujet-là, j'ai regardé dans les effectifs combien j'avais de patients. J'ai regardé un service de chirurgie cardiaque. Il y avait 2 personnes qui, modifiant la loi, auraient continué d'être hospitalisées en service de chirurgie cardiaque. Donc, ça montre aussi l'effet volume. Je crois qu'il y a eu un emballement médiatique. Très mauvais emballement médiatique sur le décollement d'oreilles, sur les anneaux gastriques. Est-ce que je pense que quand on voit toute l'immigration qui est difficile à gérer, notamment tous les mineurs non accompagnés, je pense que leur problème médical n'est pas celui des jeunes hommes entre 16 et 25 ans qui sont plutôt athlétiques et qui pourraient nous concurrencer aisément sur un parcours sportif. Leur problème n'est pas l'anneau gastrique. Donc je pense qu'on a pris de mauvais exemples. Moi, je crois qu'un rapport a été fait par Claude Évin, par Stefanini, qui est un homme de gauche, un homme de droite. Et je crois qu'il y a des choses intéressantes dans ce rapport à travailler qui, moi, m'intéressent pour amener une réponse technique et surtout humaine. Il est hors de question, c'est le serment d'Hippocrate, que les médecins ne soignent pas les personnes. D'ailleurs, tout ça, en pratique courante, n'existe pas. Quand vous avez quelqu'un qui arrive aux urgences, aux soins intensifs de cardiologie quand il fait un infarctus, vous n'allez pas chercher sa carte mutuelle et sa carte vitale. Il faut arrêter toute cette espèce de tous ces gens qui parlent, qui ne connaissent pas. En fait, tous ces gens parlent, mais ils n'ont jamais été médecins dans des urgences, dans des soins intensifs. Qu'on nous laisse faire notre travail. Quand les gens arrivent en urgence, ils sont traités, quelle que soit leur religion, leur couleur de peau, leur sexe, et voilà. Et heureusement, et ça c'est notre serment d'Hippocrate. Après, concernant le rapport, qu'est-ce qu'il dit ce rapport ? Il dit qu'il serait intéressant d'étudier le statut de la santé de la personne avant qu'elle arrive. Qu'il serait aussi intéressant de voir si elle est solvable ou pas, ou le pays d'origine. Parce que dans cette AME, on met tout. On met par exemple des Canadiens qui viennent en France pour bénéficier d'immunothérapie. C'est payé par l'AME. Ben non, je pense que c'est très bien que ces patients viennent bénéficier de nouvelles technologies, s'ils ne l'ont pas dans leur pays, mais à ce moment-là, ils sont solvables. On peut faire un accord avec certains pays, une entente préalable pour que ces soins soient financés. Ils n'ont rien à faire dans l'AME. Après, quand vous prenez en charge des patients, par exemple les insuffisants rénaux, quand vous allez mettre quelqu'un en dialyse, quand vous allez mettre des stents, des petits ressorts dans le cœur des gens où il nécessitera des anticoagulants, quand vous allez mettre de l'insuline à quelqu'un que vous découvrez diabétique, quelque part, il faut qu'on trouve un statut pour ces personnes-là. Parce que les renvoyer dans leur pays d'origine, c'est les condamner à mort. Quand vous renvoyez quelqu'un qui est dialysé 3 fois par semaine dans un service, dans un pays où il n'y a pas de dialyse, ou quand vous renvoyez quelqu'un dans un pays qui n'aura pas d'anticoagulant, qui n'aura pas d'insuline, c'est le condamner à mort. Donc on voit que le problème est beaucoup plus compliqué que ça. Je crois qu'il y a eu un emballement médiatique pour un volume financier qui est de 1,4 milliard d'euros, qui, au vu du volume de la sécurité sociale, n'est pas énorme, c'est un très faible pourcentage, mais ça a une très forte valeur politique et symbolique, parce que qu'est-ce que disent finalement, pourquoi il y a une portée, un emballement médiatique ? C'est que finalement, on voit beaucoup de Français qui malheureusement n'ont pas l'argent pour avoir une mutuelle. C'est 3 millions de Français qui n'ont pas de mutuelle. On a vu beaucoup de gros morceaux définancés. Les soins dentaires ont été déremboursés. C'est 500 millions d'euros
qui sortent de la poche des Français. Pour ceux qui ont des mutuelles, c'est les mutuelles qui vont payer, mais les mutuelles vont augmenter de 10% les cotisations en moyenne au 1er janvier de cette année, donc c'est du pouvoir d'achat en moins. Et les autres qui n'ont pas de mutuelle, les 3 millions, dans 50% des cas, ils renoncent aux soins. Donc il y a un sentiment, si vous voulez, c'est là-dessus, je pense, qu'il faut travailler. Il y a un sentiment d'injustice de Français qui n'ont pas de mutuelle et qui finalement n'ont pas recours aux soins, et des personnes qui viennent en situation irrégulière, qui n'ont jamais cotisé et qui ont la gratuité sur la totalité du soin. Je crois qu'il est là, c'est la différence de traitement entre des personnes qui ne sont pas couvertes pour leur prise en charge médicale et des personnes qui sont couvertes sans avoir cotisé. Le problème n'est pas de ne pas soigner les gens. Et je pense que on a pris ce sujet sur un aspect beaucoup trop financier, alors qu'il faut le prendre sur un aspect très médical. En tout cas, l'AME est restée dans la loi. On verra pour les autres mesures si le Conseil d'État, qui doit se prononcer normalement fin janvier, détricote ou pas la loi que vous avez... En tout cas, Mme Borne s'était engagée par courrier. Alors, est-ce que Gabriel Attal tiendra les promesses de Mme Borne? En tout cas, s'était engagée à repositionner le sujet auprès du Parlement. Non. Donc, affaire à suivre. Le RN a revendiqué une victoire idéologique, puisqu'ils ont voté avec vous et avec la majorité cette loi. Ça a ouvert en tout cas la porte à ceux dans votre parti qui pensent que la victoire aux prochaines présidentielles doit passer par une union des droites. Cette loi correspond à des thèmes portés par LR, le RN et d'autres familles politiques. Elle a vu se dessiner un chemin pour la droite. Vous savez qui a dit ça? Non. Laurent Wauquiez. Votre candidat à la présidentielle. Vous êtes d'accord avec cette approche? Moi, quand vous dites que c'est une victoire idéologique du Rassemblement national... C'est eux qui l'ont revendiqué comme ça. Je redirais quand même que le matin même du vote... Pas voté. Jordan Bardella expliquait sur toutes les radios et télés que globalement, il ne voterait pas. Et puis finalement, changement de cap dans la journée, puisque Marine Le Pen a voulu faire elle aussi un coup politique en finalement s'associant et en revendiquant cette bagarre et cette bataille idéologique. Il faut quand même savoir que le Rassemblement national n'a participé en rien dans l'écriture de cette loi, puisque globalement, ils sont très peu nombreux au Sénat. Aucun de leurs amendements n'ont été adoptés. Ils n'ont participé en rien à l'écriture. C'est un peu la politique du coucou, voyant finalement que LR allait réorienter parce que nous avions quand même travaillé le sujet, je voudrais quand même le rappeler, depuis septembre, lorsque nous avions fait notre rentrée parlementaire en septembre, nous avions annoncé clairement la couleur pour ne pas revivre d'ailleurs ce mauvais scénario des retraites. Nous avions effectivement informé le gouvernement que nous déposions une loi immigration avec en préalable une loi constitutionnelle pour réformer la Constitution pour une bonne application de cette loi. Donc ce travail, nous l'avons déroulé et quelque part, c'est le succès de ces 4 mois de travail où nous n'avons pas dévié d'un iota et surtout, nous sommes restés unis. Et je crois que ce qui montre aussi l'efficacité du parti politique LR, c'est que ces sénateurs et ces députés, qui restent la première force parlementaire en France, lorsqu'ils sont unis sur des textes, arrivent à les faire passer. Et le Rassemblement national a voulu finalement profiter de cette victoire en s'autoproclamant. Mais je crois que cette politique du coucou n'est pas très sérieuse. Et sur cette union des droites pour gagner la présidentielle Moi, ce n'est pas mon souhait, l'union des droites. Je pense que nous avons quand même des valeurs différentes. C'est vrai que, quelque part, ça met de l'eau au moulin, parce que moi, je pense que, globalement, Emmanuel Macron traite très mal ses oppositions, mais moi ce que je crois aussi, c'est que quelque part la grande responsabilité de tout ça, c'est que en même temps sur tous les sujets fait émerger deux choses, le Rassemblement national et la France insoumise de l'autre, et je ne pense pas et je n'envisage pas que les Français soient résignés entre la peste et le choléra en 2027. Alors, il y a un autre dossier qui a agité le monde politique français l'an dernier, c'est celui de la réforme des retraites. Le gouvernement a finalement choisi de passer sans le vote des députés en utilisant le 49.3. Lors de la dernière émission, en fin d'année, on recevait Cyrielle Châtelain, député écologiste de l'Isère, deuxième circonscription. Et comme c'est la tradition, je lui ai demandé de vous poser une question. Yannick Neuder, elle porte justement sur ce sujet.
Bonjour, chers collègues. Lors de cette émission, on a parlé de l'année que nous venons de vivre tous les deux en tant que nouveaux parlementaires, qui a été marquée notamment par la mobilisation contre le projet des retraites. Mobilisation qui malheureusement n'a pas pu finir par un projet soumis au vote à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que chaque député n'a pas pu se prononcer. Et donc ma question, Yannick Neuder, auriez-vous voté contre la réforme des retraites ? Alors, je vais répondre à Cyrielle Châtelain qui essaye d'appuyer là où ça fait mal, mais je dirais à Cyrielle Châtelain que ça ne fait pas mal du tout, puisque globalement, la position est très très claire. Nous avions soutenu une candidate à la présidentielle qui proposait 65 ans. On n'allait pas se dédire sur ce sujet-là. Donc, et moi, j'ai regardé justement aussi la moyenne d'âge européenne, et avec des pays qui sont proches de nous, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, qui sont tous à 66 ans parfois plus. Donc je crois qu'il faut être réel, et moi j'aurais plutôt apprécié qu'un parti de gauche comme les écologistes m'aide à faire passer des amendements qui auraient pu améliorer la retraite des femmes, parce qu'on n'a pas beaucoup vu les écologistes et la NUPES finalement voter pour que les femmes qui ont eu 2 enfants et leurs cotisations puissent partir avant l'âge. Et puis on n'a pas vu non plus la NUPES aider à faire une baisse de CSG sur toutes les politiques de rabot sur lesquelles ils ont participé, notamment au gouvernement Hollande. Moi, je crois qu'il faut faire ce qui est utile à notre pays. C'est certainement pas la réforme que nous aurions faite, parce que je pense qu'il faut mettre de la flexibilité. Naturellement, qu'on peut pas considérer de la même façon, et c'est le reproche que je ferai en finale à cette loi-là, quelqu'un qui est passionné par son travail et qui peut partir de façon progressive pour transmettre un savoir, ou quelqu'un qui malheureusement est obligé d'aller travailler pour vivre, qui n'a pas fait le choix de ce métier, qui travaille en 3-8 et qui est complètement usé. Et cette loi n'a pas été suffisamment différenciante, mais elle est globalement utile pour le pays, parce que ce que Mme Châtelain oublie de dire, c'est qui paye, parce que raser gratis et la retraite à 60 ans, c'était le programme de François Mitterrand, c'est maintenant le programme du Rassemblement national, c'est le programme de tous les extrêmes, mais globalement, quand on sait que maintenant il y a 3 retraités pour un actif, je pense que personne ne veut voir ses cotisations retraite augmenter, et personne ne souhaite, au vu de la difficulté du pouvoir d'achat, baisser les cotisations, les pensions retraite de nos plus anciens. Donc je crois qu'il faut faire ce qui est utile. C'était pas la bonne réforme, mais elle était nécessaire. Bon, Cyrielle Châtelain, qui est comme vous une jeune députée, puisque vous avez un an, un peu plus d'exercice au sein de l'Assemblée nationale. Elle a pris les responsabilités très vite en devenant présidente du groupe écologiste. Vous aussi, vous êtes montée en grade depuis votre élection, puisque vous êtes vice-président de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, qui est un dossier important. Et vous avez réalisé un petit exploit, Yannick Neuder. On a parlé de lois là, qui ont été débattues et pas votées, ou votées et pas débattues. Vous avez réussi en décembre à faire passer un texte à l'unanimité. C'est pas mal déjà. C'est bien, oui, je suis content. C'est pas le fait de l'avoir fait, c'est que je pense que ce texte, je l'espère, va permettre la fin du numerus clausus. Moi, j'ai toujours envie de m'adresser à tous ces étudiants en médecine qui ont la volonté de c'est un texte qui veut lutter contre les déserts médicaux dont on a parlé. Qui veut lutter contre les déserts médicaux et qui veut surtout permettre qu'il y ait davantage d'étudiants qui puissent faire médecine. C'est quand même ça le sujet. On manque de médecins, je vous disais les chiffres tout à l'heure, on en forme le même nombre qu'en 1970. Donc je crois qu'il faut qu'on arrête de décourager notre jeunesse. Vous le disiez tout à l'heure, on a des médecins étrangers, des PADU, on marche sur la tête dans ce pays. On a toute une jeunesse, puisque dans Parcoursup, les choix santé sont les choix les plus plébiscités. On est tellement restrictif que tous nos jeunes qui veulent faire médecine sont obligés de partir à l'étranger faire leurs études de médecine, et on accueille des médecins étrangers pour compenser les déficits. Donc je crois qu'il faut remettre les choses en bonne place. Il faut tranquillement, effectivement, permettre que les médecins étrangers puissent exercer dans leur pays, parce que dans leur pays, ils ont souvent une situation sanitaire qui est encore pire que la nôtre. Donc ils ont bien besoin de leurs médecins dans les pays étrangers. Il faut que nous, on puisse former davantage pour pouvoir leur donner de bonnes conditions d'exercice. C'est tout ce que je vais mettre en place dans cette loi. Alors ça, former un médecin, vous le savez, ça prend
de nombreuses années, on parle en général d'une dizaine d'années. Comment on fait en attendant, en estimant que tout va se mettre en place rapidement? Il y a quand même 10 ans à gérer avec des déserts médicaux, avec des urgences dans les grandes villes françaises et dans les territoires qui sont en chute libre. Quelle est la solution ? La solution, ce qu'il faut, c'est surtout que tous les gens qui sont médecins déjà exercent la médecine. Et ça, c'est un vrai défi dans les années. C'est pas le cas aujourd'hui ? Non, c'est pas le cas aujourd'hui parce que le monde a changé. Tout le monde a parlé des 35 heures, tout le monde parle du télétravail, tout le monde parle de tous ces sujets-là. Mais par contre, quand on en parle pour le monde médical, si un médecin se met à travailler 3 jours ou travaille 35 heures, tout le monde trouve ça un scandale. Donc, je pense qu'il y a une appréciation, il y a une relation au travail à changer. Moi, vous le savez, dans ma circonscription, j'ai voulu effectivement apporter des choses puisque j'ai une circonscription où il n'y a quasiment pas de structure d'hospitalisation qui est très mal couverte, notamment par le SMUR de Vienne où les principaux relais santé sont nos sapeurs-pompiers que je félicite et que je remercie tous les jours. Donc, on a mis en place des centres de consultation sans rendez-vous qui permettent à des jeunes médecins d'être plutôt attractifs. Ils travaillent de 10h du matin à 22h. 7 jours sur 7, donc ça permet aussi d'éviter d'aller aux urgences, d'aller engorger. Et puis vous voyez un vrai médecin qui permet de régler votre problème aigu. Parce que quand vous avez un problème aigu médical, une douleur, une infection urinaire, une angine, une pneumopathie, enfin tous ces sujets du quotidien, il faut quand même bien que quelqu'un vous traite, que vous puissiez avoir une ordonnance, un traitement. Donc ces centres de soins, j'ai créé le premier à Saint-Étienne de Saint-Joire. Il est maintenant en 7 jours sur 7. Il travaille bien depuis bientôt 2 ans. Plus personne ne pourrait s'en passer puisque nous, ça évite 80% de recours aux urgences. On en a créé un à péage de Roussillon qui passe là depuis ce début d'année en 5 jours sur 7 et j'espère après Pâques en 7 jours sur 7, et nous en avons ouvert 2 autres, Beaurepaire cette semaine et Le Grand-Lins juste avant les fêtes de fin d'année, pour mailler cette grande circonscription. Vous avez dit qu'elle était grande, mais elle est aussi très peuplée, puisque c'est près de 150 000 habitants, et que ces centres de soins n'ont pas, moi j'ai pas l'ambition de dire qu'on a réglé tous les problèmes, mais de régler dans ces points stratégiques de la circonscription, d'avoir une offre de soins de 10h du matin à 22h sans avoir recours aux urgences globalement en moins de 20 minutes de chez soi. Je pense que c'est par ces mesures concrètes de bon sens qui sont finalement des petites unités primaires de soins. Parce que si vous avez la chance pas loin d'avoir un laboratoire de biologie et un centre de radiologie, vous avez traité 80% des demandes des patients, puisque si vous ne la traitez pas, ça veut dire qu'effectivement, le patient devrait être hospitalisé dans une clinique, dans une structure publique, et que de toute façon, vous ne pourrez pas l'éviter. Donc je crois que un des conseils que l'on pourrait donner au futur ministre de la Santé, si nous en avons vraiment un qui s'occupe de ces sujets-là, c'est de mailler le territoire, de faire confiance aux professionnels, et biologie, radiologie, avec des professionnels libéraux, médicaux, paramédicaux, je crois qu'on désengorge grandement nos hôpitaux. Bon, on incitera Catherine Vautrin à venir voir ce qui se passe sur la 7e circonscription de l'Isère. On l'accueillera avec plaisir. L'occasion de l'accueillir dans les mois qui viennent. On va continuer à parler santé à l'Assemblée nationale, puisque en février, normalement, doit arriver le débat de la loi sur la fin de vie. Aujourd'hui, la loi autorise une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour les patients incurables, pour soulager leur douleur. Mais les professionnels de santé n'ont pas le droit d'administrer la mort. Est-ce qu'il faut aller plus loin, selon vous, Yannick Noder ? Moi, je crois surtout que ce sujet est un vrai sujet. Mais il est très mal traité, une fois de plus, très mal mis sur la table. Je crois qu'on mélange, et il y a eu encore un cafouillement au niveau du gouvernement. Je crois qu'on met 2 choses dans cette loi. On met les soins palliatifs et l'euthanasie ou le suicide assisté. Et je pense que, pour moi, les 2 choses ne vont pas ensemble. C'est-à-dire que je pense qu'on veut faire légiférer les parlementaires beaucoup trop vite sur ces sujets. Moi, je crois que d'abord, il faudrait développer des soins palliatifs accessibles pour tous et partout. On a près de 30 départements qui n'ont pas de lit de soins palliatifs et on a 70%, même 80%, je crois, dans certains endroits, de patients qui auraient nécessité des soins palliatifs qui n'en ont pas bénéficié. Donc, je crois que la première étape
c'est de permettre des soins palliatifs pour tout le monde. Je l'ai beaucoup dénoncé lors du projet de loi de finances de la sécurité sociale, puisque nous avons un rapport de la Cour des comptes qui chiffre tout ça à 1,6, 1,8 milliards d'euros, que nous avons eu péniblement au dernier chiffrage, après 49.3, 80 millions d'euros. Donc il faudra 20 ans à ce gouvernement, à ce rythme-là, pour mettre des soins palliatifs sur le territoire. Par contre, on veut allègrement aller très vite au suicide assisté. Moi, ce qui me choque beaucoup, c'est que quand une personne en fin de vie, j'ai quand même exercé pendant plus de 20 ans sur un sujet difficile qui est l'insuffisance cardiaque, où globalement, quand on ne trouve pas une greffe à quelqu'un, la finalité, c'est malheureusement de décéder. Je n'ai jamais eu de demande, parce que j'ai la chance d'avoir une structure, un hôpital qui a des soins palliatifs opérants et qui permettent de prendre en charge des patients. Mais quand vous savez que quand un patient est pris en charge par des soins palliatifs, dans 80-90% des cas, il n'y a plus de demande de mort, je pense qu'il faudrait surtout s'attacher à ce que les soins palliatifs soient bien accessibles partout pour tout le monde, notamment dans les EHPAD, parce que moi je me fais beaucoup de soucis pour toutes les personnes âgées, dépendantes, les handicaps qui vont être soumis à cette pression. Qui va être capable de dire que telle vie ou telle vie ne mérite pas d'être vécue? Parce que moi, ce qui me choque beaucoup aussi, c'est que ce gouvernement a été incapable de faire une loi sur le grand âge, parce qu'on sait que c'est plusieurs milliards d'euros, mais je ne voudrais pas que cette loi fin de vie soit aussi une solution économique au grand âge, et je pèse mes mots. Donc je pense que tout ça n'est pas dans le bon sens. Il faut d'abord développer les soins palliatifs pour tout le monde, faire une loi grand âge, et si jamais, avec ces sujets-là, qui sont prendre soin des gens, que ce soit en fin de vie ou dans le grand âge ou dans le handicap, eh bien, des besoins ne sont pas satisfaits, eh bien, à ce moment-là, les députés pourront légiférer pour une étape ultime. Mais moi, pour l'instant, je pense qu'on nous force à légiférer pour possiblement des considérations économiques, alors qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire actuellement pour prendre en charge correctement la fin de vie en France. Bon, affaire à suivre, les débats devraient normalement démarrer au mois de février. Ça posera d'ailleurs quelques questions à notre ministre, qui va commencer à être face à ces contradictions, puisque quand elle était secrétaire d'État aux personnes âgées, elle était résolument contre l'euthanasie. Et là, sur les premiers sujets, elle va se retrouver à porter le fardeau de Mme Firmin Lobodo sur cette loi de fin de vie. Donc je pense. Et puis je crois que ce qui est un peu ennuyeux, pour finir sur ce sujet-là, c'est qu'en fait, il y a eu encore un simulacre de consultation là-dessus, et je crois que là, toutes les instances médicales, paramédicales sont en train effectivement d'alerter, puisque le point de vue des soignants n'a pas du tout été entendu. Donc je crois que c'est un sujet sociétal. Il y a moyen de mettre tout le monde d'accord sur ce sujet-là, parce que personne n'a envie de laisser souffrir quelqu'un d'un cancer métastatique, personne n'a envie de laisser souffrir quelqu'un d'une maladie de Charcot jusqu'à une déchéance totale, mais je crois que ce n'est pas encore le bon outil législatif. Il faut d'abord permettre les soins palliatifs pour tout le monde. C'est ça la grosse demande des Français. Les gens ne veulent pas souffrir quand ils sont à la veille de leur mort. C'est ça le message. Bon, on va finir cette émission avec quelques sujets liés à l'actualité régionale, puisque je rappelle que vous êtes également élu régional. Vous siégez au sein du conseil présidé par Laurent Wauquiez dans sa majorité. Laurent Wauquiez qui a engagé un bras de fer depuis le mois de septembre avec l'État sur l'application de la loi ZAN, zéro artificialisation nette, une loi qui a été votée en juin dernier par une écrasante majorité, 437 pour, 94 contre. J'imagine que vous avez voté pour. Oui, c'était le moins pire de ce qui était proposé. C'était une adaptation déjà. Alors, ce n'est pas un problème qu'un élu remette en cause une loi votée démocratiquement par un Parlement ? En fait, là aussi, il y a beaucoup de désinformation. Je crois qu'en plus, il y avait une tribune nationale qui était le congrès des maires ruraux, qui avait lieu à l'Alpe d'Huez. Ce que le président de région veut dire, c'est qu'on ne peut pas faire de l'aménagement du territoire en niant le rôle du terrain. Et les premiers à participer, parce que tout le monde est pour la zéro artificialisation nette des sols. Je voudrais quand même le redire. Il n'y a pas d'un côté les méchants qui voudraient tout bétonner, qui voudraient avoir une qualité de l'air mauvaise, une qualité de l'eau mauvaise, qui voudraient finalement tuer tout le monde. Et puis les gentils
qui veut le zéro artificialisation. Non, je crois que tout ça est du domaine de santé publique. Tout le monde a fait le constat qu'on ne peut pas continuer de consommer les hectares comme nous l'avons fait. Là, je crois qu'il y a une question de justesse, de coordination avec les élus locaux. L'État doit aussi préciser son rôle. Par exemple, quand vous devez faire des infrastructures importantes, notamment des lignes de chemin de fer supplémentaires, des choses comme ça, ça va impacter des hectares. Ça va être considéré comme une artificialisation. Mais parfois, certaines artificialisations vont faire gagner, puisque par exemple, le transport ferroviaire est beaucoup moins polluant que des bus diesel ou des camions diesel. Donc, ces mêmes ayatollahs du zéro artificialisation nette des sols sont les mêmes qui s'opposent au Lyon-Turin, qui pourtant se propose de mettre sur des wagons le fret de marchandises et de supprimer notamment les camions diesel dans la vallée de l'Arve. Donc attention, ce que Laurent Wauquiez a simplement voulu dire, et il n'est pas seul à l'avoir voulu dire, plus de 2000 maires de la région ont signé en disant tout le monde. Et pour effectivement préserver l'artificialisation, tout le monde est bien conscient du réchauffement climatique. On voit bien les différents épisodes d'inondation. Simplement, il faut tenir compte des élus locaux dans leurs documents d'urbanisme et qu'on puisse effectivement dialoguer avec l'État pour savoir qu'est-ce qui est sur le quota de l'État, qu'est-ce qui est sur le quota des élus locaux. Et puis, il ne faut pas résumer les élus locaux en mauvais oiseaux de mauvais augure quand il va falloir... Beaucoup de gens ont des terrains qu'ils pensent constructibles, à tort, à raison, dans un héritage. Il y en a un qui prend le terrain, un qui prend la maison. Tout ça a été acté. Qui va porter la parole demain devant quelqu'un en lui disant bah, « Écoute, ton terrain, il est fabuleux, mais maintenant, Cézanne, il est plus constructible ». C'est-à-dire que pour certaines personnes, bah, c'était l'objet d'un héritage, d'un équilibre, et il y a un gros impact financier pour les gens. Quand vous avez un terrain qui est constructible, si du jour au lendemain, il ne devient plus, eh bien, tout ça doit se préparer. Est-ce qu'il ne fallait pas y penser avant de voter la loi, Yannick Nédard ? Puisqu'une fois que la loi est votée, c'est compliqué d'appeler à ne pas l'appliquer. Mais c'est comme de partout. C'est-à-dire que c'est une loi qui a été encore faite. Malheureusement, il y a une déconnexion totale de ce gouvernement qu'on découvre chaque jour. Chaque jour, on tourne des pages du livre de déconnexion dans la série santé, dans la série sécurité, maintenant dans la série artificialisation des sols. Je crois qu'il faut faire confiance aux élus locaux. Je crois qu'on parle de 135 000 hectares à consommer d'ici 2030. Discutons-en, voyons qu'est-ce qui est d'intérêt national, régional, et puis travaillons ensemble. Ce qui serait intéressant, moi je dis ça, je dis rien, c'est qu'il y ait une vraie politique à ce moment-là de financement de l'État pour les friches industrielles, parce que zéro artificialisation, eh bien qu'on aide aussi les collectivités locales. Moi, par exemple, dans ma circonscription, je vous donne un exemple très concret, Saint-Simeon-de-Brécieux, il y a une énorme friche industrielle, on multiplie les réunions, moi je suis tout à fait d'accord, c'est une friche qui est déjà industrialisée, eh bien moi je suis d'accord de rendre un certain nombre d'hectares voisins si on nous permet de réindustrialiser cette friche par du logement, de l'activité tertiaire, mais pour l'instant j'ai zéro moyen. Alors, il y a un autre dossier plus consensuel, quoique porté par le président de la région, Laurent Wauquiez. Il avait d'ailleurs annoncé un peu la surprise générale l'an dernier, la candidature d'Aura pour accueillir les Jeux Olympiques d'hiver. L'idée a fait son chemin puisque l'organisation est quasiment acquise. Il n'y a plus qu'une candidature en lice, c'est la France. Les JO se dérouleront donc dans 6 ans dans les Alpes françaises, entre Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA. Les sites ont même été dévoilés. On voit la carte. Les épreuves auront lieu dans 4 des 5 grands départements alpins. La Savoie, la Haute-Savoie, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes. Il en manque un. C'est le nôtre, c'est l'Isère, qui a pourtant accueilli les JO en 1968. Ça vous a surpris qu'on soit zappé de cette carte des sites olympiques ? Je ne crois pas que... C'est pas zappé, c'est que c'est un appel qui était effectivement de 2 régions, Auvergne-Rhône-Alpes. On fait partie d'Auvergne-Rhône-Alpes. On fait partie d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a des discussions. Il n'y a pas que l'Isère qui n'a pas. Vous parlez de Savoie, de Haute-Savoie, toute la vallée de Maurienne n'a pas. Oui, mais les départements Haute-Savoie ont au moins quelques Après, je pense que nos professionnels de la montagne, et notamment on a des maires, notamment de grandes stations comme l'Alpe d'Huez, ont eu aussi d'autres manifestations comme la Coupe du Monde. Je crois que... Voilà, tout n'est pas encore calé sur ce sujet-là. Il y aura aussi les
Jeux paralympiques. Moi, je souhaite qu'effectivement le département puisse peut-être accueillir les Jeux paralympiques, ce qui pourrait être une belle image du département de l'Isère qui fait aussi beaucoup pour le handicap et l'inclusion. Donc, et puis, il faut se dire aussi que pendant tous les Jeux olympiques, les Français et l'Europe va continuer à skier, que les autres stations qui n'accueillent pas les Jeux Olympiques, qu'elles soient de Maurienne, d'Isère ou d'ailleurs, accueilleront finalement tous les autres skieurs. Donc économiquement, c'est aussi un autre calcul. Je crois qu'il ne faut pas chercher à diviser. Je crois que la région avance avec l'ensemble de ces 12 départements et que l'Isère saura effectivement tenir son rang sur la pratique sportive. Elle a beaucoup accueilli le Tour de France. Elle pourra accueillir les Jeux Olympiques paralympiques. Et je crois que tout ça va s'éclairer avec le temps. Bon, alors sur ce dossier, Laurent Wauquiez vient de retirer les subventions de la région à un groupement d'entreprises qui demandait des JO responsables et respectueux de l'environnement. 600 000 € quand même. C'est pourtant ce que la région a annoncé, de faire des JO respectueux de l'environnement. Vous avez compris le sens de cette sanction ? Là, je ne connais pas le sujet. Je me méfie beaucoup des sujets que je ne connais pas. Je n'ai pas eu à le traiter. Vous savez que moi, à la région, je suis en charge, puisque je préside la commission enseignement supérieur, recherche, innovation. Donc, je ne suis pas sur ce sujet-là. Si cette subvention a été retirée, je crois qu'elle n'est pas retirée. Je crois qu'elle est gelée en attente de réponse. C'est Stéphanie Pernot-Baudon, la vice-présidente à l'économie, qui gère ce dossier. Je lui fais pleine confiance pour prendre la bonne décision. Mais en tout cas, c'est vrai que tout le monde valide le fait qu'effectivement, il faudra que ces Jeux Olympiques soient le plus respectueux de l'environnement possible. Je crois que c'est une valeur qui est partagée par tout le monde. Alors, j'ai une petite image à vous montrer, Yannick Neuder. Voilà, c'était en septembre dernier. Gabriel Attal qu'on voit sur ces images. Et puis Laurent Wauquiez qui va apparaître, qui faisait cause commune à l'époque pour lancer l'expérimentation de l'uniforme à l'école, une expérimentation qui devrait normalement être menée en 2024 dans 5 lycées de la région. Ces tenues ont d'ailleurs été présentées par Laurent Wauquiez fin décembre. On les voit là sur ces photos. Ça coûtera à peu près 224 € par lycéen, 3 polos et 2 pulls. Est-ce que vous savez s'il y aura un lycée isérois concerné par cette expérimentation ? Alors, je crois qu'il n'y a pas de lycée isérois et je crois qu'il y a un lycée le plus proche de nous et dans le Rhône, je crois. Ça vous paraît réaliste que tous les lycéens de France, un jour, soient habillés du même uniforme pour aller à l'école ? Attention, l'idée, c'est pas de parler chiffon. Hein. L'idée, c'est de dire qu'est-ce qui va permettre, dans la mesure de mesurer, de lutter contre un certain nombre de fléaux, qui sont par exemple les inégalités sociales, de pouvoir considérer les élèves en dehors de leur appartenance ethnique, religieuse, c'est quelque part de rendre plus laïques les établissements. Donc cet uniforme évite la surenchère, les rachats de marques, le harcèlement lié à tous ces signes extérieurs qui peuvent parfois être mis en avant par les lycéens. Donc je crois que c'est une mesure qui mérite d'être testée pour voir si quand dans un lycée on applique finalement l'uniforme, eh bien on a un sentiment d'appartenance différent. Ça permet aussi aux élèves de se reconnaître par niveau, par classe. Il y aura des petites différenciations. Et puis, ça permet peut-être de régler tous ces signes ostentatoires d'appartenance religieuse, puisque moi, je salue effectivement la fin de l'abaya dans les établissements scolaires. Et c'est une étape supplémentaire pour dire que quand on est dans les écoles de la République, eh bien, on est tous identiques et on est là pour apprendre et on doit le respect à nos professeurs. Donc, c'est une forme de respect parce que je pense que pour les enseignants, c'est très difficile de faire respecter un règlement intérieur avec des lycéens quand les tenues ne sont pas adaptées. Je dirais que les principaux responsables sont en général les parents, que ce soit pour des garçons, des filles. Il y a une tenue qui devrait, par éducation, par essence, être à peu près standardisée. Moi, j'ai toujours veillé que mes enfants n'aillent pas à l'école dans des tenues que je considérais pas adaptées. Si maintenant, malheureusement, la cellule familiale est défaillante sur cette vision de qu'est-ce qui est la bonne tenue pour aller à l'école, c'est pas un concours de mode, c'est pas un concours de signes extérieurs de richesse, c'est pas un concours de signes religieux. L'uniforme peut apporter un certain nombre de réponses. En tout cas, ça mérite d'être testé. Après, il ne faut pas en faire non plus un sujet que ça n'en est un. Hein. Alors vous évoquiez tout à l'heure la date des élections régionales, 2028. Je crois, 2028. Effectivement, il y a encore quelques années. Avant ça, il y aura les
les présidentielles. Il y aura les européennes aussi au mois de juin. La victoire du Rassemblement national semble inéluctable sur ce scrutin. Ils ont aujourd'hui plus de 10 points d'avance sur la liste de la majorité présidentielle dans tous les sondages. Moi, je crois que surtout le Rassemblement national est rentré dans une phase où, globalement, ils disent à tout le monde ce qu'ils veulent entendre par pure démagogie. Ils veulent incarner... Mais ça fonctionne, l'électorat Ça fonctionne, répond. Mais je dirais que qui est responsable de tout ça? Probablement le gouvernement actuel qui, depuis 7 ans, a finalement voulu briser tous les corps intermédiaires, les représentations syndicales, les chambres consulaires, les différents partis politiques traditionnels. Et finalement, maintenant, on a beaucoup de populisme parce que, vous voyez, un exemple que je prends, on a aussi voté récemment, effectivement, dans le cadre des droits et des devoirs, une contribution de 15 heures pour pouvoir toucher le RSA. Le Rassemblement national, qui se veut finalement le parti du travail et puis le parti de lutte contre l'assistanat, en fait, n'a pas voté cette mesure. Donc, en gros, je trouve qu'on rase gratis et que finalement, pour l'instant, ça paye. Marine Le Pen propose la retraite à 60 ans, alors que son père s'y est opposé toute sa vie contre François Mitterrand. On voit qu'il y a des propositions très démagogiques. Après, je crois que ce qui fait la force du Rassemblement national, c'est ça. Après, est-ce que tout ça fait une candidature crédible pour 2027 ? Il faut être vigilant. Il y a un scrutin aussi qui en approche, c'est celui des municipales dans 2 ans. Et on s'active déjà dans les états-majors, comme on voit sur ces images. Les LR de Grenoble ont tenu une conférence de presse cette semaine autour de votre collègue de la région, Nathalie Béranger, pour lancer la campagne et confirmer que l'absent du jour à cette conférence de presse, Alain Carignon, serait bien le candidat de LR à Grenoble. On rappelle qu'il a été condamné à 5 ans de prison pour corruption et abus de biens sociaux quand il était maire de Grenoble, qu'il aura 77 ans au moment de l'élection en 2026. C'est vraiment le meilleur candidat pour faire gagner la droite ? En tout cas, force est de constater que personne n'a émergé. Je crois que c'est ça. Après, à qui la faute ? À qui la faute, effectivement, à qui la faute. Je crois que la situation grenobloise est complexe. C'est pas tout à fait exact dans le sens que, effectivement, Alain Carignon, de toute façon, a pris sa décision. Je crois qu'il a pris sa décision. Il travaille beaucoup, il fédère. Il ne tombe pas dans les pièges d'appareils politiques. Là, vous dites Nathalie Béranger. C'est surtout qu'elle est conseillère régionale, mais elle est surtout élue de l'opposition de Grenoble. Elle est plus dans son rôle d'opposante grenobloise. Alain Carignon, il se contrefiche d'avoir l'investiture ou pas LR. Et je crois qu'un des enseignements qu'on peut tirer, c'est que c'est pas une élection d'étiquette, et particulièrement sur une ville comme Grenoble. Je crois que va se poser la question ça va être assez simple, stop ou encore. Est-ce qu'on continue avec la politique d'Éric Piolle, des écologistes et de sa majorité avec la France insoumise pour Grenoble, ou stop? Et dans le stop, je pense que Alain Carignon fait partie des personnes sur lesquelles il faudra compter parce qu'il mène une politique offensive pour dénoncer des choses qui sont criantes, qui ont été reprises d'ailleurs par les médias nationaux. Il a été un des premiers à dénoncer effectivement le Burkini, qui est un scandale total. Il a été un des premiers à dénoncer finalement la hausse vertigineuse des impôts fonciers à Grenoble, qui ne participe pas à l'attractivité. Et puis moi, je suis relativement frappé par le laisser-aller et globalement le mauvais état, le mauvais entretien et l'absence de propreté de la ville. Je crois qu'il n'en faut parfois pas plus pour faire malheureusement une politique ambitieuse pour la ville de Grenoble. Donc en gros, je pense que les élections municipales seront stop ou encore de la majorité d'Éric Piolle. Ce n'est pas contre Éric Piolle, c'est parce qu'eux-mêmes se disent un peu dans une façon de gestion de collectivité, de collectif. Est-ce qu'on veut continuer avec les écologistes à la tête de la ville de Grenoble? Donc il aura votre soutien, il aura le soutien des LR, Alain Carignon. Oui, mais je le redis, et par ailleurs, il ne le demande pas parce que l'idée, c'est de pas faire une candidature LR, c'est de faire une candidature et un rassemblement qui sera large pour effectivement voir s'il y a une solution alternative
à cette gestion très idéologique de la ville de Grenoble. Bon, il faudra peut-être qu'ils choisissent mieux aussi ses colistiers, puisqu'on rappelle que Nicolas Pinel, qui fait partie de son équipe, vient d'être condamné à 3 ans de prison, dont 2 fermes pour escroquerie. Mais je crois que l'exemplarité est valable pour tous, pour tout le monde. Je pense que quand on veut prétendre à des fonctions, quelles qu'elles soient, d'un échelon municipal, régional, national, je crois qu'il faut être exemplaire. Il n'y a pas de rose sans épines, c'est sympathique d'être élu, mais c'est aussi beaucoup d'exigences et naturellement qu'il faut être exemplaire. Merci Yannick Neuder. Il vous reste une mission, poser une question à notre invité de la semaine prochaine. Ce sera également un parlementaire du Rassemblement national, le seul élu RN de l'Isère. Il s'agit d'Alexis Joly. Je vous laisse regarder la caméra et lui poser la question que vous souhaitez. Bonjour Monsieur Joly, je voulais vous poser la question suivante. Le Rassemblement national veut incarner la France qui travaille et la lutte contre l'assistanat. Mon groupe parlementaire, les Républicains, a déposé un amendement qui, globalement, obligeait un travail de 15 heures ou une formation de 15 heures pour toucher le RSA. Vous avez voté contre cet amendement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Eh bien, merci Yannick Neuder. Alexis Joly vous répondra la semaine prochaine dans le QG Politique, une émission que vous pouvez retrouver le vendredi à 21h15 et le samedi à 13h et en replay sur notre site internet telegrenoble.net. Merci à vous.